Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il a été démontré que près de 50% de l'ozone était réduit, ce qui a créé un trou dans la couche. La couche d'ozone se détériore. Face donc à ce phénomène global et d'une extrême gravité, il est urgent d'adopter les bons gestes pour la préserver. Qu'est-ce que la couche d'ozone et quelle est son importance et que faire pour sa préservation? On en parle avec M. Lucien Kwasi Amoussou. Il est ingénieur en froid et climatisation. Il est également le président de l'Association nationale de froid et de climatisation du Bénin. Bonsoir à vous, M. Amoussou. Bonsoir, madame. Dites-nous déjà, qu'est-ce que la couche d'ozone? La couche d'ozone, c'est un gaz. C'est un gaz qui a une couleur bleuâtre et qui a une odeur, d'après certaines littératures, comme l'odeur de l'eau de Javel. Elle se situe en atmosphère lorsqu'on monte au-delà de 10 km et on peut la rencontrer à partir de cette hauteur jusqu'à 40 km. De 10 km à 40 km. Exactement, la couche d'ozone se situe dans cette zone-là, dans notre atmosphère. Voilà, en substance, ce que c'est que la couche d'ozone. Et quelle est son importance? Pourquoi il faut s'intéresser à la couche d'ozone? Justement, il faut s'intéresser à la couche d'ozone parce que la couche d'ozone, c'est la vie. La couche d'ozone régule la vie sur la Terre. En effet, le Soleil envoie des rayons ultraviolets sur la Terre. Ce phénomène a pour but de réchauffer la Terre et de maintenir une certaine température permettant la vie sur Terre. Mais l'intensité des rayons solaires ne peut pas être totalement absorbée par la Terre. Donc la Terre a besoin du Soleil, mais la Terre n'a pas besoin de tous les rayons du Soleil. Donc il faut récupérer juste auprès du Soleil ce qui est nécessaire à la Terre et empêcher le reste d'atteindre la Terre pour ne pas détruire la vie sur Terre. Et la couche d'ozone intervient... Vous ne pouvez pas vous calciner. Si vous voulez. Et la couche d'ozone intervient dans ce rôle de régulation. Elle absorbe à peu près 90% des rayons solaires devant atteindre la Terre. C'est comme notre parapluie. Exactement. C'est comme un parapluie qui protège la Terre. Mais c'est un parapluie filtrant parce que le parapluie, théoriquement, empêche l'eau de nous taper et empêche le soleil de nous protéger contre le soleil. Mais la couche d'ozone, elle joue le rôle de parapluie tout en laissant passer une partie des rayons solaires dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un trou dans cette couche d'ozone. Expliquez-nous un peu le phénomène. Comme nous l'avons dit tantôt, de par son rôle de parapluie, la couche d'ozone ne doit pas laisser plus qu'il n'en faut de rayons solaires venir sur la Terre. Vous avez dit tout à l'heure que si on laissait les rayons solaires atteindre la Terre, nous serons calcinés. Effectivement, la couche d'ozone ne doit pas permettre qu'on soit calciné. Mais malheureusement, les actions des hommes, des humains, dans le but de développer des activités économiques, industrielles, etc., les amènent à produire des substances qui, malheureusement, libérées dans l'atmosphère, détruisent la couche d'ozone. C'est pour ça qu'on parle de trous. Exactement. Lorsqu'ils vont détruire, ils ne détruisent pas toute la surface, ils détruisent progressivement. Ils commencent par attaquer un point, puis après plusieurs points. Et c'est ce nombre de points réunis qui devient un trou. Et ils ne le font pas de façon continue, ils le font de façon éparse, par endroits. Et il est arrivé qu'on a constaté qu'à des endroits donnés de l'atmosphère, la couche d'ozone a laissé un trou de plusieurs millions de kilomètres carrés, ce qui a inquiété les scientifiques, d'où les actions menées depuis les années 80, fin des années 70, jusqu'à ce jour, pour reconstituer la couche d'ozone, fermer ces trous pour protéger la vie sur la Terre. Vous avez dit que ce sont les activités humaines. Quelles sont alors les véritables causes de la destruction de la couche d'ozone? Parlons d'abord, je crois que les causes, c'est de deux ordres. Il y a les causes naturelles et les causes
liées à l'activité humaine. Parlons alors d'abord des causes naturelles. Les causes naturelles, on peut les citer au nom des bas-fonds, par exemple, qui, de par certaines réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de ces bas-fonds, dégagent les substances chimiques qui ont un effet sur la couche d'ozone. En réalité, quelles sont les substances chimiques qui ont un effet sur la couche d'ozone? Vous avez le chlore, vous avez le fluor, vous avez le brome et vous avez aussi l'iode. Mais les substances les plus utilisées aujourd'hui de façon globale, ce sont le chlore et le fluor qu'on retrouve dans presque beaucoup de substances chimiques. Et ce sont ces substances-là qui détruisent la couche d'ozone. Naturellement, il arrive que des bas-fonds, de par certaines réactions chimiques, libèrent certains gaz contenant le chlore ou le fluor. Certains volcans en éruption libèrent aussi ces genres de gaz. Et ces genres de gaz, dans l'atmosphère, leurs molécules peuvent attaquer la couche d'ozone. Là, on parle de phénomènes naturels de destruction de la couche d'ozone. Mais la nature s'autorégule. Ces substances-là, libérées de façon naturelle, même si elles attaquent la couche d'ozone, n'inquiètent pas parce qu'au bout de quelques temps, le phénomène étant cyclique, la couche d'ozone a le temps de se reconstituer avant que les catastrophes ne se Donc, c'est pas répètent. normalement, ces causes naturelles ne sont pas aussi dangereuses pour la couche. Non, elles ne sont pas inquiétantes. Si ça ne tenait qu'à elles, ne parlerons pas de la destruction de la couche d'ozone. Voilà, madame. Et les causes liées à l'homme, alors? Voilà les causes liées à l'homme depuis la révolution industrielle. Je sens que vous attendez cette question. Bon, vous savez. Donc, dans ce domaine des causes liées à l'homme, depuis que les machines ont commencé par se créer, l'homme a commencé par fabriquer des biens de consommation, ce que les scientifiques appellent la révolution industrielle. La production de tous ces biens appelle à l'utilisation ou à la création de substances ou à l'éjection de certaines substances dans l'atmosphère. Les substances dont nous venons de parler font partie, telles que, par exemple, les productions de gaz que nous utilisons dans les réfrigérateurs, dans les climatiseurs et les aérosols, par exemple, pour les fabriquer, les propulseurs de déodorants ou de parfums, ou encore d'autres domaines. Les extincteurs que nous utilisons, par exemple, tous ces domaines d'activité utilisent de ces gaz qui contiennent les substances dont nous venons de parler et qui attaquent la couche d'ozone. Mais souvent, quand on parle de préservation de l'environnement, changement climatique et autres, on a recours à des climatologues ou bien c'est des environnementalistes. Mais quand on parle de la préservation de la couche d'ozone spécifiquement, on fait appel aux frigoristes. Quel lien il y a entre les frigoristes et la protection de la couche d'ozone? Bon, les frigoristes que nous sommes retrouvés malgré nous au cœur de ces problèmes environnementaux. Et comme nous l'avons dit tantôt, ce sont les substances réfrigérantes que nous utilisons, c'est-à-dire les gaz que nous utilisons pour produire le froid, que ce soit dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou dans l'industrie des entrepôts frigorifiques ou dans le froid industriel ou la climatisation industrielle ou dans d'autres encore domaines d'activité, nous utilisons les réfrigérants. Et certains, pas tous, certains de ces réfrigérants contenaient ou contiennent encore, pour ceux que nous utilisons encore aujourd'hui, contiennent le chlore, le fluor, qui, lors des manipulations, s'échappent soit par accident, soit par mauvaise pratique dans l'atmosphère. Et les scientifiques et tous ceux qui sont chargés de faire des études dans ce domaine se sont rendus compte que la masse de climatiseurs produites, la masse de réfrigérateurs produits dans le monde est milliards. Imaginez, nous sommes 7 milliards à peu près dans le monde. Et si chacun a un réfrigérateur, ne serait-ce qu'un réfrigérateur chez lui, et qu'un réfrigérateur contient 150 grammes seulement de ces réfrigérateurs, on imagine donc la quantité de ces substances si on laisse échapper dans l'atmosphère. Parce qu'in fine, ces substances s'échappent lorsque les climatiseurs vieillissent. Avant, on les jetait, on ne les récupérait pas pour les mettre en rebut ou pour les recycler. Les climatiseurs, c'est pareil. Donc, ces substances finissent toujours par se retrouver dans l'atmosphère. Et de cette analyse, de ce constat, les experts dont vous avez parlé tout à l'heure, climatologues et autres, avec des ingénieurs de froid et avec des chercheurs en froid, se sont réunis et ont étudié la question, ont compris qu'il faut
faire quelque chose au niveau de l'industrie de réfrigération et de climatisation. Et donc, c'est là où vous êtes intervenu. C'est là où nous nous sommes retrouvés au cœur. Tout simplement parce que la suite est qu'il y a eu le protocole de Montréal qui, à travers la Convention de Vienne, a élaboré, à travers une collaboration de toutes les parties, la politique à mener pour arrêter cette destruction de la couche d'ozone. Et cette politique consiste d'abord à arrêter la production de ces substances d'une part et à réduire la consommation de ces substances. Et on parle là de chlorofluoro. Voilà, il y a les chlorofluorocarbones, les CFC, comme le fréon 12, communément appelé le fréon 12, qui est déjà totalement éliminé. Si on en trouve donc, c'est pas... En fait, c'est pas, les gaz là ne sont pas interdits. Si. On a dit de procéder à leur élimination progressive. On a décidé d'abord d'arrêter leur production. Ça, c'est quel engagement ou bien quel protocole? C'est le protocole de Montréal, à travers sa convention de Vienne, qui a élaboré cette politique-là. Il y a près de une centaine de produits chimiques qui ont été ciblés. Et chaque produit chimique a fait l'objet d'un calendrier progressif d'élimination parce qu'on ne peut pas brusquement les éliminer. Il y a plein d'emplois qui seront affectés et la vie sera affectée en général. Donc, il fallait mettre une politique en place pour procéder à une élimination progressive pour ne pas impacter négativement la vie des humains et comment dit-on, le commerce mondial, l'activité économique mondiale non plus. Parce que c'est quand même un gros facteur, l'industrie du foie. Et procéder à leur élimination, c'est celui qui a un délai. Oui. Par exemple, pour le fréon 12, il est déjà arrivé à terme. Le délai est passé depuis 2010. Depuis 2010. Oui, donc on n'en trouve plus du tout dans le monde. En principe, on ne peut plus en trouver. Le fréon 22, pour les pays en voie de développement, ils sont autorisés à encore les utiliser jusqu'en 2040. 2040. Pour les pays en voie de développement. Pour les pays développés, normalement, en 2030, on ne doit plus en trouver. Mais aujourd'hui, dans les pays développés, on n'en trouve plus. Parce qu'il y a eu des gaz de substitution d'autres réfrigérants qui ont été élaborés pour remplacer ceux-là. Et les conceptions des équipements frigorifiques aussi ont été modifiées pour se conformer et les faire fonctionner à ces nouveaux gaz. Donc, le 22 aussi, déjà, a son gaz de remplacement et ainsi de suite. Et est-ce qu'on est obligé de vivre avec la climatisation? La question mérite une réponse avec réserve. On n'est pas obligé, c'est un choix. Lorsque nous construisons notre maison, si nous prenons les dispositions réglementaires qu'il faut et que nous faisons une bonne orientation de notre maison et que nous prenons toutes les dispositions pour aérer notre maison sans pour autant ouvrir nos fenêtres, sans pour autant laisser les insectes, les moustiques rentrer dans notre chambre, dans notre salon, nous pouvons vivre sans la climatisation. Cela veut dire d'abord la maison sera bien orientée pour qu'il y ait assez d'air et deuxièmement, elle sera bien construite pour éviter l'entrée des insectes et autres. Et éviter aussi les infractions dues aux voleurs, etc. Mais l'urbanisation des villes aujourd'hui a montré que la population mondiale augmentant, les politiques d'urbanisation, les politiques de construction sont telles qu'on ne peut plus construire aujourd'hui et espérer une aération naturelle suffisante pour les humains. Parce que vous rentrez dans certaines chambres, c'est difficilement on respire. Voilà. Parce que les gens, en privilégiant la parcelle, l'espace et tout ça, on construit de petits trucs et vous n'arrivez pas à respirer. Voilà. C'est pas aéré en fait. Voilà, même lorsqu'on regarde le lotissement, les lotissements effectués dans les années 60 ont permis d'avoir de grandes rues, d'avoir de grandes parcelles, d'avoir de grandes ruelles. Lorsque vous rentrez dans les quartiers proches de Vogue, à Cotonou, vous avez de grandes parcelles, vous avez de grandes ruelles. Mais les lotissements effectués après 72 ont réduit les parcelles. Pour quelles raisons? Et on réduit même les vents, diminuant ainsi la surface d'infiltration de l'eau. Vous voyez les vents de 10 mètres, les vents de 11 mètres, alors qu'ailleurs, vous voyez les vents de 20 et au-delà, de 20 mètres et au-delà. Tout ceci amène à diminuer la circulation de l'air à travers les ruelles et par ricochet dans les maisons. Et là, les gens sont obligés d'adopter les climatiseurs
ou les ventilateurs pour beaucoup, parce que les climatiseurs, ça coûte cher en termes de consommation d'énergie. Vous rentrez dans la plupart des maisons la nuit, vous avez les brasseurs, les ventilateurs qui fonctionnent. Les gens sont obligés d'adopter les brasseurs, les ventilateurs, mais les ventilateurs brassent aussi de l'air chaud. Si la construction n'est pas suffisamment aérée, ils sont obligés donc d'adopter un climatiseur, ne serait-ce que pour dormir en paix la nuit. Et quand on parle de destruction de la couche d'ozone, qui sont les victimes directes? Ce sont tous les humains. D'abord, les victimes directes, ce sont les êtres vivants. Les hommes, les animaux, les végétaux et les animaux terrestres et les animaux aquatiques. Même les produits halieutiques aussi sont victimes des effets de la couche d'ozone. Quels sont ces effets? Quand on rentre un peu plus en profondeur, c'est que si par exemple le tout dont on a parlé, on le laissait béant et continue pas s'agrandir, les rayons ultraviolets conduisent à des risques de maladies tels que les cancers de peau. Donc aujourd'hui, les médecins et tous ceux qui s'occupent de la santé publique et humaine en général reconnaissent que les cancers ont commencé par augmenter, surtout les cancers de peau. C'est dû à la destruction de la couche d'ozone. Les cataractes aussi ont augmenté, donc des maladies des yeux, à cause de la destruction de la couche d'ozone. Et puis, lorsque nous remarquons, par exemple, des phénomènes qui amènent certains végétaux à ne plus germer correctement qu'il faut, et les récoltes ne sont plus bonnes. Ça, c'est déjà les conséquences sur l'environnement. Oui, et nous sommes victimes parce que lorsque la production agricole est impactée, la vie est impactée, la vie de l'homme est impactée. Donc la sécurité alimentaire est impactée. Donc nous sommes, les humains sont impactés, les animaux sont impactés. Voilà ceux qui subissent directement les conséquences. Et qu'est-ce que le Bénin fait en la matière pour respecter son engagement? Oui, le Bénin fait beaucoup. Et je salue au passage ceux du ministère du cadre de vie, représentant le gouvernement qui font ce travail. Et c'est chaque année? Depuis plus de 15 ans, ils travaillent de façon acharnée pour respecter les engagements pris par le Bénin. Parce qu'il y a eu 197 pays qui ont signé le protocole de Montréal et qui ont adhéré à ce protocole. Et quand on adhère à ce protocole, cela vous amène à respecter certains engagements. D'abord, à respecter pour les pays en voie de développement, parce que nous n'en produisons pas ces gaz, mais à respecter les quotas d'importation, à respecter les délais d'élimination et à respecter aussi les comportements à adopter par les frigoristes dans l'exercice de leur métier que nous appelons les bonnes pratiques. Et le ministère du cadre de vie, à travers sa direction de l'environnement, donc l'État béninois à travers le ministère du cadre de vie et sa direction de l'environnement, organise conjointement avec l'Association nationale du frais de la climatisation des formations pour remettre à niveau les frigoristes. Ça, s'il le faut. Dans le rail, il y a toujours des récidivistes. Exactement, pour qu'ils adoptent les bonnes pratiques, pour éviter autant que possible de laisser s'échapper les réfrigérants nocifs dans l'atmosphère. Le ministère fait aussi des enquêtes et descend de façon inopinée dans les boutiques, dans les magasins de vente de ces produits pour constater effectivement que les commerçants n'importent plus ces produits nocifs en respectant les programmes. Et puis, il y a plein d'autres actions qui sont menées. Ils sont mieux placés que moi pour citer les actions qu'ils mènent. Est-ce que vous, en tant qu'acteur du froid, est-ce que toutes ces actions sont suffisantes? Elles ne sont pas suffisantes, mais elles sont déjà beaucoup. Mais elles ne sont pas suffisantes parce qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le métier du froid, son exercice exige des équipements, des outils qui coûtent très cher. Aujourd'hui, le cadre de vie apporte à travers le pneu, avec l'aide du pneu, je vais dire, des équipements. Le programme des Nations Unies pour l'environnement. Voilà le PNU, le programme des Nations Unies pour l'environnement, puisque c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui est l'organe au niveau des Nations Unies qui est chargé de l'environnement et du climat. Donc, qui est chargé de cette question de la couche d'ozone. Donc, il y a des fonds qui sont alloués, il y a des accompagnements, il y a des experts qui sont envoyés pour assister les frigoristes. D'abord, les cadres du ministère et les frigoristes pour les former, leur mettre du matériel à disposition. Mais ce matériel-là, on essaie de se les passer, en fait.
c'est entreposé à un endroit, selon les départements, on se les passe, ce qui n'est pas toujours pratique pour le frigoriste. Si le gouvernement peut faire mieux, c'est d'importer ces produits à des coûts bas et de voir des modalités d'acquisition et de paiement de ces équipements, pour ces outils, je veux dire, pour permettre à tout frigoriste de disposer du minimum nécessaire pour éviter de laisser s'échapper le gaz dans l'atmosphère. Et là, ça va vous permettre de bien mener la lutte afin de préserver exactement, la couche d'ozone. Ça va nous permettre de bien mener la lutte et de laisser libre choix aux frigoristes d'utiliser ce matériel, parce que des fois, quand il est dans une contrée éloignée, il est contraint de courir peut-être 5 km pour aller chercher un récupérateur, parce que c'est un équipement qui évite de rejeter le réfrigérant dans l'atmosphère, mais qui peut le récupérer dans une bonbonne. Mais pour aller chercher le récupérateur, quand il veut intervenir sur un circuit frigorifique en panne et qui doit récupérer le gaz, il dit non, c'est trop long, il l'ouvre dans l'atmosphère, il libère. Personne n'est là, personne ne l'a vu, mais la couche d'ozone est impactée. Donc il faut pouvoir réfléchir dans ce sens, leur permettre d'accéder autant que faire se peut facilement à ces outils pour mieux travailler et continuer la formation. Et que pensez-vous alors de la célébration chaque 16 septembre de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone? Est-ce que vous avez l'impression que ça impacte positivement? Bien sûr, parce que j'ai dans ma famille, même dans les villages, quand ils voient vos émissions, ils me disent, mais la couche d'ozone, j'ai un parent même qui m'a défini la couche d'ozone, alors qu'il est un instituteur à la retraite, mais il m'a dit ce que c'est que la couche d'ozone. Cela veut dire qu'il est informé du problème, il est conscient, et j'imagine que c'est pareil partout. Et ça touche certaines dames, par exemple, il y a quelques années, quand on prend leur réfrigérateur, la chambre froide de leur réfrigérateur, par exemple, lorsque le poisson est bloqué là-dedans et elle ne peut pas sortir, elle veut vite faire sa cuisine, elle met le couteau. Et pour taper et enlever. Même la glace. Exactement. Aujourd'hui, avec ce programme de sensibilisation fait à l'occasion de la commémoration de cette journée, les gens sont conscients, ils se disent, ah, donc si je jette un gaz dans l'atmosphère, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants, c'est pas bon pour les générations futures. Donc, elle essaie de laisser son réfrigérateur se décongeler avant de sortir le produit. Elle prend des mesures, de toute façon, elle n'envoie plus les coups de bâton ni les coups de couteau. Ok, au-delà alors des gaz, quels sont les autres comportements à adopter au quotidien pour ne pas détruire la couche d'ozone? Si nous laissons les frigoristes, oui. Si nous laissons la famille des frigoristes, oui. Nous prenons monsieur Landa ou madame Comme Y. moi, par exemple. Déjà, lorsque vous touchez à votre réfrigérateur, tenez en compte. Lorsque vous appelez un frigoriste pour intervenir et que vous êtes informé du problème, ou bien si vous n'êtes pas informé, informez-vous, demandez comment ça se passe à ceux qui sont dans vos environs immédiats de vie et qui peuvent vous répondre. Et s'ils savent lire, ils peuvent aller dans Google, tout le monde a d'Android aujourd'hui, aller dans Google et puis taper couche d'ozone et lire un peu, on comprendra ce que cela peut engendrer. Et déjà, éveiller l'attention du frigoriste pour dire, écoutez, attention, il ne faut pas injecter le gaz dans l'atmosphère. Comment tu fais pour faire mon travail? Lorsqu'il vous a fait le DI, ok, je vais remplacer le compresseur, je vais acheter tel gaz. Quel gaz vous achetez? Est-ce que ça a un impact sur la couche d'ozone? Qu'est-ce que vous faites pour éviter que le gaz qui est dans mon réfrigérateur ne puisse pas être éjecté dans la couche d'ozone? Lorsque vous lui posez cette question, il est obligé de faire l'effort d'aller chercher le récupérateur. Mais attention, ça va vous coûter un peu plus cher. Soyez prêts donc aussi à lui payer les frais de déplacement pour aller chercher. C'est parce que c'est à force de négocier que l'ouvrier est obligé d'aller chercher le truc interdit. Ça ne se justifie pas. Ça, ce n'est pas une raison. Il doit faire. Mais c'est ce qui se fait. Il doit bien faire son travail. C'est ce qui se fait. Il y en a, c'est ce que tu donnes, c'est ça, on te sert. Non, justement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. S'il ne peut pas faire le travail dans de bonnes conditions, il dit non. Il ne va pas mourir de faim pour ça. Lorsqu'il dit non, la bonne dame qui vend de la glace ou du poisson congelé, si elle en a besoin, elle sera obligée de payer ce qu'il faut pour obtenir les résultats. Parce que ce qu'elle gagne, c'est plus que ce qu'elle va payer à ce frigoriste pour faire son travail. Donc j'invite les frigoristes à ne plus travailler au rabais pour respecter les, comment dit-on,
les bonnes pratiques. Mais je ne leur demande pas aussi de surfacturer et de gruger les populations. Non. Après, ils vont dire que c'est M. Aboussou qui a dit ça. Non. Il faut rester dans la mesure. L'essentiel, c'est notre environnement parce que de par nos comportements dépendra la vie des générations futures. Et si les autres qui sont partis, qui ne sont plus vivants aujourd'hui, ont pu laisser la planète et nous l'avons trouvée dans l'état où nous l'avons trouvée, il faut que nous fassions l'effort pour laisser aux autres une planète en meilleures conditions. Sinon, nous aurons failli à notre mission sur Terre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lucien Kwasi Amoussou. Je rappelle que vous êtes ingénieur en froid et climatisation, également le président de l'Association nationale de froid et de climatisation du Bénin. Merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames, messieurs, voilà, ce sera tout pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis.